Bienvenue, bienvenue et merci de votre ponctualité. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre président pour une allocution d'ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, monsieur Alain Foka. Bonjour et merci d'être là. Nous sommes obligés de démarrer maintenant puisqu'il y a des gens qui sont en ligne depuis un moment et que nous nous sommes fixés comme règle au sein de Mansa de changer certaines habitudes et de respecter l'horaire, la ponctualité et la politesse des rois. Mais avant de commencer quoi que ce soit, merci de nous accueillir. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour quelque chose qui unit tous les Guinéens de tous les partis politiques, de tous les bords politiques, de toutes les obédiences pour l'exécution de l'hymne national, s'il vous plaît. Et comme on a une grande cantatrice au sein de Mansa, guinéenne, Madina Dansoko va donner le la. Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée féréchée, illustre votre frère, on chante d'honneur en libérant l'Afrique. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Certains dirigeants africains, certainement. Certains Africains, peut-être, mais certainement pas le continent berceau de l'humanité. Nous ne pouvons plus continuer à accepter à ce que élection rime avec mort. À chaque fois qu'on approche d'une échéance électorale en Afrique, au lieu de parler du programme des candidats, de la vision qu'ils vont mettre en œuvre s'ils sont élus, on parle des potentielles crises post-électorales. Et nous nous sommes accommodés à cela. Le top 3 de la longévité au pouvoir, Teodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, 44 ans au pouvoir. Paul Biya du Cameroun, 41 ans au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, presque 40 ans cumulés au pouvoir. Mais ne vous méprenez pas, ils ne sont pas dans ce que les autres appellent une dictature. Ce sont des démocraties, parce que dans ces pays-là, comme un peu partout dans le monde, tous les 5 ou 7 ans, on organise des soi-disant élections, où en réalité, on joue à qui perd gagne. On est presque certain à chaque fois que la volonté du peuple est bafouée, mais on s'en accommode parce qu'on nous l'a imposé. Et on se pose la question de savoir pourquoi l'Afrique, malgré ses immenses richesses,
reste le continent le plus pauvre du monde. Madame, Monsieur, le problème de la Guinée, où nous sommes, n'est pas la richesse de son sous-sol. La bauxite de la Guinée n'est pas une malédiction. Le problème de la Guinée, c'est que pendant plusieurs décennies, se sont succédés à la tête de cet État, comme de certains États africains, des dirigeants incompétents, illégitimes et omnibulés exclusivement par la conservation du pouvoir et non le progrès pour leur peuple. C'est pour cela que ce soir, nous avons choisi de vous entretenir sur deux thématiques centrales, gouvernance et institutions, pour nous poser la question de savoir c'est quoi la démocratie? Sommes-nous obligés de la suivre telle que les autres l'ont prescrite? Si nous voulons être africains, comme nous le proclamons tous les jours, est-ce qu'il n'est pas temps de penser un modèle qui nous ressemble et qui peut conduire au progrès de nos populations? Deuxième grande thématique, les ressources, notamment minières. Pourquoi le pétrole, le gaz, le coltan, le manganèse, la bauxite, l'uranium de l'Afrique n'enrichit pas les Africains? Est-ce des ressources différentes de ce qu'on retrouve au Golfe, par exemple? Comment expliquons-nous que nous soyons aujourd'hui toujours envieux des gens qui ont moins que nous? L'Afrique est le continent le plus vaste dans lequel on peut y introduire la Chine, les États-Unis, l'Europe, et il y aura encore de la place. Comment ce continent, qui a les terres arabes les plus immenses du monde, peut être celui où on meurt le plus de faim? Voilà, Madame, Monsieur, autant de questions que nous allons essayer de poser et de répondre avec vous dans le cadre de cette première édition des ateliers Mansa. Je vous souhaite une fois de plus à toutes et à tous chaleureuse bienvenue et surtout préparez-vous à un exercice de disruption qui, je l'espère, bousculera vos certitudes. Bon après-midi. Voilà, sans plus attendre, je vous remercie de bien vouloir encourager Madina Dansoko, s'il vous plaît, sous vos applaudissements pour un mot d'accueil, s'il vous plaît. J'aime mon pays. J'aime la Guinée. J'aime cette terre guinéenne. Je suis née, j'ai grandi, j'ai fondé une famille, j'ai fait des enfants, j'ai entrepris dans ce pays. J'ai décidé de m'engager depuis très tôt. Je me suis engagée dans l'entrepreneuriat et surtout, je me suis engagée dans quelque chose en quoi je croyais, dans la production. Parce que pour moi, la production, la transformation, c'est la vraie valeur ajoutée d'un produit. C'est cette chaîne de valeur qui permet de créer de l'emploi, d'impacter la communauté, de garantir une autosuffisance alimentaire. Maintenant, je m'engage auprès de Mansa. Après l'entrepreneuriat, j'ai compris que mon combat avait des limites en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je m'engage auprès de Mansa parce que j'ai un état d'esprit Mansa. L'état d'esprit Mansa veut un développement, un changement de notre continent, un meilleur avenir pour nos enfants, un futur meilleur pour notre continent. Et l'esprit Mansa, c'est quelqu'un qui se dit, voilà notre continent aujourd'hui, nous pensons que nous méritons mieux. Et comment on fait pour obtenir mieux sans agir? Nous avons décidé de nous engager et de passer à l'action. Passer à l'action avec vous tous, où nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup d'esprits Mansa un peu partout en Afrique, et nous avons créé une plateforme
pour que tous ces esprits se réunissent et qu'ils tracent une nouvelle trajectoire pour notre continent. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de recevoir les 15 membres fondateurs de Mansa à Conakry. Je n'ai pas de mots pour vous exprimer combien de fois je suis honorée de les avoir ici en Guinée, en terre africaine. Je vous souhaite la bienvenue, chers membres Mansa. Cette grande conférence Mansa se tient donc sur un territoire acquis. La preuve en est dans notre hymne national, nous sommes pro-africains. Notre hymne national représente l'envie de réunir tous les Africains et de progresser ensemble. Donc c'est sur une terre, un territoire acquis à la cause de la nouvelle Afrique, c'est-à-dire une Afrique décomplexée, dynamique, souveraine, souverainaliste et surtout progressiste. Je vous remercie d'être là très nombreux aujourd'hui et je sais depuis le début des chroniques de Mansa combien de fois vous êtes enthousiastes et combien de fois j'ai reçu des encouragements et des félicitations de la part de tous les Guinéens. Je sais compter sur votre soutien et que vous êtes tous des Mansa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madina. Merci à tous. Notre président, Alain Foka, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Je suis honoré, très honoré, d'être ici dans cette ville symbole. Cette ville symbole, pourquoi? Parce que quand on dit Conakry, dans l'histoire, tout le monde se souvient du nom de 1958. Le nom qui a marqué le tournant dans l'histoire des pays francophones d'Afrique. Puisque d'une façon ou d'une certaine autre, il a accéléré l'accession à la souveraineté internationale à la plupart des pays. C'est pour nous un vrai symbole de venir ici aujourd'hui pour le premier atelier Mansa. C'est quoi les ateliers Mansa? Il y a quelque temps, les autres nous disaient ce qu'il fallait faire. Nous l'avons fait, parfois avec zèle, en essayant d'être comme ils voulaient qu'on soit, des bons élèves. Je me souviens d'un chef d'État d'un pays qui m'est cher, qui avait dit « Je suis le bon élève de Paris » et il en était fier. Nous avons été de bons élèves de Paris, en tout cas on a essayé. Et quand on regarde 63 ans après, on se demande est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'école? Est-ce que nous avons été dans la bonne école? Et puis, sont arrivés les réseaux sociaux. Pour une fois, on avait des médias, à nous, où nous pouvions parler et être entendus. La messe n'était plus dite seulement d'un côté. L'histoire de la chasse commençait à ne plus être racontée du seul point de vue du chasseur. Nos enfants l'ont compris avant nous. Il n'y avait pas besoin de dépenser des millions de dollars pour créer un grand média qui nous permette de faire entendre notre voix, parce que nous avons une voix. Seulement au moment de nous faire entendre, on se dit quel est notre discours? Qu'est-ce que nous avons à proposer? Le rejet ne peut pas constituer un projet. Nous dénonçons ce qu'on nous a fait avec force aujourd'hui. Et qu'on les aime ou qu'on les déteste, tous ceux qu'on a appelés les activistes ou les influenceurs ont joué un rôle extraordinaire. Celui de dénoncer ce qu'on nous a fait. On entendait enfin des Africains dénoncer les crimes, les violences, la barbarie de ceux qui nous faisaient la leçon. Parce que s'il y a bien une région du monde qui est pacifique, c'est l'Afrique. Nous n'avons pas commis de crimes de masse. Nous n'avons pas organisé des tueries à des échelles aussi importantes que l'on a vues dans d'autres continents.
Nous n'avons pas fabriqué des armes qui tuent en grand nombre et dont on est si fier. On ne sait même pas fabriquer des kalachnikovs. Et aujourd'hui, nous savons très bien qu'on nous a présentés comme étant des sauvages, des barbares, qui tuent, qui violent. Mais quand on regarde le nombre de morts que les autres ont commis, on doit s'interroger. Seulement, c'est les autres qui racontaient l'histoire. C'était l'histoire du point de vue du chasseur. Le moment est venu pour nous de raconter notre histoire à nous. Mais raconter l'histoire ne suffit pas. Et c'est ça la différence que veut imposer Mansa, que veut apporter Mansa. Imposer, c'est un très grand mot. Nous allons essayer d'apprendre à raconter notre histoire, mais en proposant quelque chose. Parce que nous avons une population jeune, très jeune, à qui il faut donner l'espoir. On me montre sur la tablette qu'il faut que nous nous arrêtions quelques secondes pour accueillir une autorité qui nous a donné l'opportunité d'être là, le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur, pas sur cette. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Mais on va quand même vous faire un reproche, vous êtes en retard. Nous avons commencé sans vous parce qu'il y a beaucoup de millions de personnes en ligne qui nous attendent et qui avaient rendez-vous avec nous à 17h. Nous vous remercions infiniment de nous avoir facilité tout ceci, mais nous ne pouvions pas attendre avant de commencer, et c'est l'esprit Mansa. Ah, vous étiez là à 17h. Ah, je retire ce que j'ai dit. Merci, Monsieur le Premier ministre. Si tout le monde faisait comme ça, on serait heureux. Et nous allons l'imposer au fur et à mesure. J'ai vu des ministres qui étaient là bien avant 17h et ça change de certaines régions du pays où ils arrivent avec beaucoup de motards 45 minutes après le début des événements. Et on doit les attendre. Merci d'être là. Alors nous étions en train de raconter la raison d'être de Mansa. C'est que nous ne voulons plus seulement geindre, nous ne voulons plus seulement nous plaindre, nous ne voulons plus seulement dire on nous a fait mal, on nous a fait mal. Même quand vous perdez quelqu'un, vous faites le deuil et vous passez à autre chose. Nous voulons passer à autre chose, sans jamais oublier. Il n'est pas question d'oublier ce qu'on nous a fait. On s'en souviendra toujours de ces fouets, de ces chaînes au cou, de ces chaînes qu'on nous a placées dans la tête. On n'oubliera pas. Ils sont nombreux encore à le dénoncer. Mais le moment est venu aussi de nous tourner résolument vers l'avenir. C'est à cela qu'on vous convie, qu'ensemble, tous ensemble, nous construisions l'avenir de l'Afrique. La population est jeune, 70% de notre population est jeune. Le moment est venu pour nous, nous qui avons eu des responsabilités, nous qui sommes responsables aussi de cette débâcle, de proposer quelque chose, sinon nous aurons participé, de la même façon que nos prédécesseurs et nos bourreaux, à enfoncer l'Afrique, à nuire à l'Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation si vous avez envie de vous regarder dans une glace. Ah oui, on va nous dire, mais qui êtes-vous pour proposer autre chose? Et pourquoi pas, pour paraphraser mon ami Cheikh Travadi, pourquoi pas nous? Qui doit le faire à notre place? Qui est le Messie qui descendra du ciel pour penser à l'Afrique, pour proposer quelque chose à l'Afrique, pour proposer un autre modèle à l'Afrique? Sinon nous-mêmes. Qui va le désigner? Si c'est l'État qui le désigne, il est d'entrée de jeu considéré comme corrompu. Il va être combattu. Si c'est nous-mêmes qui nous désignons, on va nous demander qui sommes-nous. Chez Mansa, nous vous invitons tout simplement à regarder en avant en disant tout le monde, sans exception,
doit prendre sa part dans ce nouvel Afrique, dans ce nouvel élan, en disant, est-ce que ceci est bon pour nous? Est-ce que ceci convient à nous? Est-ce qu'on doit continuer ce que nous faisons depuis tant d'années en échouant, en voyant que les résultats sont mauvais? On ne peut pas répéter la même chose tout le temps en sachant que les résultats vont être les mêmes. Chacun d'entre nous voit dans quel état est notre pays, notre continent. Qui va venir changer sinon nous-mêmes? Qui attendons-nous en réalité? Nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes simplement des Africains qui avons envie de nous poser des questions comme d'autres l'ont fait sous d'autres cieux, avec un certain succès. Ceux qui sont dans cette salle, qui ont fait étudier l'histoire des autres peuples, savent très bien comment ils ont conçu leur vision, leur monde, à travers leur tradition, à travers leur nature, à travers leur environnement, en n'attendant pas que quelqu'un vienne leur dire comment ils doivent se comporter. Le moment est venu de ne plus être juste des éponges comme nous l'avons été, nous, Africains, pour proposer quelque chose, pour être nous-mêmes, Africains, ne plus être pro-américains, pro-chinois, pro-russes, pro-allemands, pro-européens. Non, comme l'a dit le président Mamadi Doumbouya, nous ne sommes ni pro ni anti-américains. Nous ne sommes ni pro ni anti-russes. Nous ne sommes ni pro ni anti-chinois. Nous sommes pro-africains. Cela implique que nous pensions par nous-mêmes et que nous mettions en cause, en question, les dogmes, les règles, les doctrines que nous avons ingurgitées au fil des années sans jamais comprendre pourquoi. En 1990, on a réuni nos chefs d'État comme on réunit les enfants dans une cour de récréation. Ceux à qui on disait la veille que le parti unique était le salut pour nous. Il n'y avait que le parti unique avec le père fondateur, grand timonier, pour les conduire. On leur a dit, c'est fini. Notre aide sera plus importante pour ceux qui auront fait un pas vers la démocratie et plus tiède vers ceux qui auront traîné les pas. C'est les propos du président François Mitterrand. Nous sommes entrés en démocratie comme on entre en religion. Démocratie, chaque jour. Démocratie, tous les 5 ans. Démocratie, vote, élection. 33 ans après, quel est le bilan? Les guerres, les déchirures, les divisions, les coups d'État. Voilà 33 ans où nous essayons de singer quelque chose, quelqu'un qui a son histoire, en adoptant son histoire comme si ça nous concernait. Qu'est-ce qui nous empêche d'interroger ce modèle au bout d'un moment? Sommes-nous tellement limités intellectuellement que nous ne pouvons pas questionner des choses qui ont été fabriquées il y a plusieurs siècles par des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous? Est-ce que c'est de la religion? Est-ce que nous ne sommes pas gênés quand on regarde la manière dont ça se passe chez nous et recommençons à chaque fois? On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. Discutable, très discutable. Je vais rapidement vous faire un petit inventaire. J'avais promis de ne pas être long, mais ceci, c'est le premier atelier de Mansa. Il doit être, pour nous, en tout cas on le souhaite, un laboratoire, un lieu de réflexion sur le continent, sur notre avenir, sur ce que nous devons être, sur ce que nous voulons être. Oh, nous n'apportons pas la vérité. Nous ne l'avons pas. Nous n'arrivons pas à auréoler de quelque chose de spécial. Nous vous invitons tout simplement à vous interroger,
à nous interroger ensemble, à regarder le monde différemment, avec nos propres yeux. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Je vous fais un petit inventaire. Chaque 5 ans, on prépare des élections. Il faut la sécurisation des bureaux, l'impression des bulletins de vote, la machine à voter. L'État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent les processus électoraux. Parfois, la facture explose. En 2010, tenez, en Côte d'Ivoire, juste à côté, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Un record en Afrique. Et là, on vous dit les partenaires internationaux, on ne parle pas de ce que l'on a dégagé en interne. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Je ne peux pas dire le chiffre en francs guinéens, parce que je n'arrive pas à compter les zéros derrière. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, un peu comme si on l'avait prévu, le président en question a été renversé. Cela veut tout simplement dire que les 76 millions d'euros qu'on a dépensés, c'est un peu comme si on avait pris ça, on a plié, on a mis dans la chasse et on a tiré la chasse. 76 milliards de francs, 50 milliards de francs. Et aujourd'hui, au Mali, le président élu a été renversé. Les députés qui avaient été élus ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Et cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Et chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé cette somme, il y a moins de 2 ans, le président Hokma Christian Kaboré, qui avait été élu, a été renversé et le Parlement dissous. Encore de l'argent mis dans les toilettes. Tout ça, on est content, on recommence à chaque fois. On recommence. En République démocratique du Congo, en 2018, tenez-vous bien, 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond, tenez-vous bien, à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça ne va rien donner? Puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine.
pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme. Savez-vous ce que l'on redoute aujourd'hui? Les violences. Est-ce qu'on a besoin de passer par là? Voilà pourquoi j'ai envie, s'il vous plaît, sans violence, sans rancœur, sans haine, sans invective, que nous réfléchissions au modèle de gouvernance qui nous convient. Parce que vous le vouliez ou non, je viens de faire juste un court inventaire. Il ne correspond pas à nous, ce modèle électoral permanent. Permettez que ce soir, ici, nous puissions penser à autre chose, totalement différent. On ne dit pas que ce soit la vérité. Non. On dit commençons à penser. Commençons à réfléchir. Nous y avons droit. Commençons à nous dire qu'il existe un autre modèle. Les Singapouriens, les Asiatiques, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis où nous on va avec beaucoup de plaisir, on pensait à un autre modèle. Ils ne passent pas leur journée à faire de l'invective, à faire de la politique. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous francophones pour que ce soit notre seul sport, notre seule activité pendant que nos populations meurent, pendant que nos populations souffrent? J'ai la chance, à travers mon métier, d'avoir parcouru ce continent de long en large. Le mal est le même. Il est profond. Soyons adultes pour réfléchir à ce que nous voulons faire. C'est à cela que chez Amansa, nous vous invitons. Nous avons créé un groupe. Oh, il n'est pas le plus intelligent. Nous avons la prétention de penser qu'il faut commencer quelque part. Le plus long voyage commence par le premier pas. Nous sommes le premier pas et nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous réfléchissions. Que ce ne soit pas une histoire de personne. Ceux qui ont pensé ailleurs n'étaient pas sortis des cuisses de Jupiter. Ils étaient nés d'une mère et d'un père comme vous et moi. Soyons adultes. C'est à cela que nous vous invitons à Mansa. S'il vous plaît, de grâce, arrêtons l'invective et réfléchissons à ce que nous voulons être. Des humains à part entière, avec leurs règles, avec leurs vieilles traditions. Nous sommes le berceau de l'humanité. C'est d'ici que les hommes sont partis tous. On ne peut pas être les derniers de la classe. Si on l'est, c'est qu'on a notre part de responsabilité. C'est le moment de montrer à nos enfants qu'ils doivent être fiers et qu'ils peuvent créer quelque chose, en commençant par le petit pas que nous voulons ici inspirer. C'est à cela que nous vous invitons ce soir, à réfléchir. C'est le début d'une aventure où on sait qu'on ne sera peut-être pas là quand on commencera à voir les fruits. Mais commençons aujourd'hui à semer. Merci d'être avec nous pour semer cela. Où que vous soyez, cela vous concerne. Je vous remercie.